Épisode 2. Je déteste devoir porter ces vêtements civils ordinaires. Marcus a tiré sur le col de son polo vert. Il portait également un pantalon kaki et ressemblait à un joueur de tennis. Ses dreadlocks pendaient librement et il tirait quelques bagages derrière lui dans le terminal de l'aéroport. Eh bien, notre tenue habituelle nous ferait probablement atterrir sur une liste d'interdictions de vol. La dernière chose dont nous avons besoin est d'attirer l'attention. Carter portait 5 des sacs de Julia plus que le sien, en s'efforçant d'y voir clair. Il avait un polo noir, un short rouge et des chaussures de skate noires. Carter, explique-moi encore une fois pourquoi nous n'avons pas simplement affrété un jet privé pour l'Angleterre. Maintenant, nous avons dû envoyer nos armes par des voies détournées pour les faire arriver là-bas. Ce n'est pas comme si on manquait d'argent en ce moment. Julia était en pantalon de yoga noir, un débardeur rose et portait de grosses lunettes de soleil. Elle aussi roulait ses propres bagages derrière elle et buvait un café glacé. Fais attention au camion de jouets de cet enfant. Carter a évité de justesse le risque de trébuchement et a grogné, vous les femmes, vous devez vraiment emmener 1 million de sacs partout, n'est-ce pas? C'est trop lourd pour toi? Je croyais que tu étais si grand et fort? Ce n'est pas le poids, et j'aurais senti le jouet. Marcus a ajouté, c'est vrai, comme tu as senti le panneau devant le centre commercial hier. Julia a gloussé. J'étais distraite. Tu aurais pu charger ces trucs dans un chariot à bagages quand on est arrivé ici. Je ne voulais pas emporter quelque chose dont quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin. Je ne pensais pas que le terminal serait de l'autre côté de ce foutu aéroport. Arrêtez de changer de sujet vous deux, vous n'avez jamais répondu à ma question. Julia a interrompu leur badinage. Il y a quelques cauchemars véreux dans cet avion. Les esprits mangeurs de sommeil? Marcus a demandé. C'est exact, ils se sont attachés aux personnes prenant ce vol spécifiquement pour la France, puisque c'est de là qu'ils viennent. La France? Je pensais que nous avions des affaires urgentes en Angleterre. Julia a jeté son gobelet vide dans une poubelle à 15 mètres de là, atterrissant parfaitement à l'intérieur. Je me suis dit qu'on allait régler le problème, un riche Français qui a des actions dans les vols internationaux veut qu'il parte. Les affaires ont ralenti à cause de la mort présumée d'anciens passagers. Laissez-moi deviner, ils se sont enracinés dans un hôte et puis ils meurent d'insomnie? Marcus en a déduit. Bingo. Quand les vols décollent, les créatures attendent que l'avion se mette en pilote automatique. Ensuite, elles forcent tout le monde à bord à s'endormir, puis s'accrochent aux hôtes les plus forts. C'est comme ça qu'elles prennent racine en premier lieu. Comment combattre ces choses? On ne peut pas les voir et on n'a pas d'armes. Eh bien, je peux utiliser mon éventreur d'âme. C'est génial, mais en quoi ça nous aide? Et les autres passagers ne vont-ils pas se méfier du temps qui leur manque? Julia devait toujours remettre en question les plans de Slade. Il aimait bien qu'on le tienne en haleine. Ils endorment tout le monde pendant seulement 1 minute, comme ça personne ne se demande où est passée cette minute. Ils ne les endorment pas vraiment, ils les mettent plutôt en stase. Ils doivent devenir visibles et vulnérables pour s'attacher aux hôtes, c'est à ce moment-là que nous frappons. Ça devra être rapide. Ok super-héros, donc vous êtes probablement immunisés contre leurs cris paralysants et vous pouvez les tuer. Marcus commençait à s'énerver, mais vous devez quand même expliquer comment on s'intègre, bordel. J'ai demandé à Hearing and Wellness Enterprises de nous arranger ça avec des casques anti-bruit. En quoi ça va aider? Tu te souviens de mon pote Félix? Il travaille là-bas maintenant et je lui ai dit ce à quoi nous aurions affaire et il les a préparés pour nous. Ils sont dans mes bagages. Tu te souviens aussi du fer à lisser que je t'ai acheté, Julia? Oui. Il y a un compartiment caché qui le transforme en lame de fer, leur faiblesse. Marcus en a un dans son rasoir électrique aussi. La sécurité ne va-t-elle pas les repérer? Marcus avait toujours peur que quelque chose se passe mal. Pas du tout. Le boîtier est conçu pour ressembler à ce qu'il semble être à l'extérieur. Les rayons X ne voient qu'un rasoir et un lisseur de cheveux. C'est nous. Julia commente en désignant leur terminal. Le groupe est passé par les scanners à rayons X et a été contrôlé par la sécurité. Marcus avait bien sur l'air nerveux quand il est passé en premier. La sécurité a remarqué son expression et a scanné minutieusement ses bagages. Après avoir chuchoté entre eux, l'un d'eux a dit « Monsieur, nous devons vous demander de vous mettre sur le côté, s'il vous plaît. » Julia a regardé Slade avec déception,
qui a juste secoué la tête. La dame de la sécurité a ouvert sa valise, d'une voix pleine, elle a dit « Voulez-vous vous expliquer, monsieur ?» Écoutez, c'était un cadeau de mon ami, je n'avais pas la moindre idée que... La dame a pris une plus grande bombe de spray pour le corps, cela dépasse la limite de 3,4 os pour les déodorants liquides, malheureusement je vais devoir confisquer ceci. La mâchoire de Marcus s'est ouverte quand elle a refermé le sac. Circulez s'il vous plaît, monsieur. Slade et Julia se sont mis à ricaner tandis qu'ils s'éloignaient, la tête basse, honteux. Les deux autres ont réussi à passer sans problème. Ils ont fini par faire la queue pour embarquer dans l'avion. Maintenant, rappelez-vous, les victimes ne sont paralysées que pendant 1 minute après avoir émis le son. Les créatures ont besoin d'environ 10 secondes ininterrompues pour s'accrocher à leur victime, à ce moment-là, tuer la créature tuera l'hôte. Nous devons faire notre assaut rapidement et retourner à nos places avant que les gens pensent que nous nous sommes miraculeusement téléportés ou que nous sommes pris avec les armes. La dernière chose dont nous avons besoin est d'être retenus en France. Les 3 hommes sont montés dans l'avion et se sont installés dans la zone des sièges de première classe. Marcus et Julia avaient chacun leur bagage à main et Slade n'avait rien. Les hôtesses de l'air ont toutes contrôlé Slade pendant qu'il marchait, même l'un des hommes l'a fait aussi. Vraiment ? Partout où nous allons ? Julia a roulé les yeux. Elle a décidé de jouer le jeu. Elle a rapidement échangé le billet de Marcus avec celui qui se trouvait dans la poche arrière de Slade avant qu'il ne monte à bord. Elle saisit la main de Slade et lui dit « Allons nous asseoir sur le siège double, mon chéri. » Malheureusement, Marcus devra s'asseoir dans le siège simple en classe économique. Les hôtesses de l'air lui ont lancé un regard de jalousie. Slade était confus. Le plan était que Marcus et toi soyez assis en première classe et que je m'occupe d'eux en classe économique. C'est absurde, quel blagueur. Viens, chérie. Elle le conduit à l'avant après avoir montré leur billet de première classe. Marcus était confus, quoi ? Bon sang non. Monsieur, votre siège est en classe économique. Veuillez vous diriger vers votre siège là-bas. Il secoue la tête et murmure dans son souffle, cette salope sournoise. Avant de sourire à lui-même et d'obtempérer. Quelques heures après le début du long vol, Slade se trémoussait nerveusement, je peux sentir leur présence, mais ils n'ont pas encore décidé de frapper. L'anticipation me tue. Je vois ce que tu veux dire, j'aimerais en finir pour que nous puissions profiter de notre temps en première classe et que tu te concentres sur autre chose pour changer. L'une des hôtesses de l'air de tout à l'heure servait de la nourriture et des boissons aux gens, c'était une petite femme afro-américaine avec un sourire et une silhouette magnifique. En termes d'apparence, elle n'était pas si éloignée d'une Zoé Kravitz plus foncée, avec des cheveux attachés en un chignon derrière la tête. Beaucoup d'hommes la regardaient. Même certaines de leurs femmes l'ont remarqué et quelques hommes ont reçu une bonne gifle. Puis-je vous apporter quelque chose ce soir, monsieur ? J'ai toutes sortes de délicieuses friandises juste pour vous. Elle parlait à Slade comme si Julia n'était pas assise avec lui. C'est quoi ce bordel ? Julia marmonne, en colère. La préposée a continué, tout ce que vous voulez, je peux vous le donner. Elle parlait de manière extrêmement coquette. Il est bon, il n'a besoin de rien de vous. Je vais bien, chérie, je n'aime pas l'alcool ni la nourriture des compagnies aériennes de toute façon. Si tu vois quelque chose d'autre que tu aimes, demande juste. J'ai du mal à dire non à un gentleman comme vous. Elle lui a fait un clin d'œil et est partie. Tu arrives à la croire ? On devrait peut-être porter plainte pour harcèlement sexuel. Oh allez Jules, elle ne fait que flirter. Elle y est allée fort et j'aime ça, mais ce n'est pas comme si elle et moi pouvions faire n'importe quoi pendant le vol de toute façon. Oh oui, c'est tellement rassurant. Elle ne comprenait pas comment Slade ne pouvait pas voir ses sentiments pour lui. Mets ta musique chérie, nous sommes sur le point d'avoir de mauvaises turbulences. Slade se leva et alla jeter un coup d'œil dans le carrosse, il dut baisser la tête pour regarder à travers. Pris en sandwich entre un grand Saman qui respirait très fort et un autre homme endormi, il y avait Marcus. Il a un regard de dégoût total sur son visage, mais il a déjà les écouteurs dans les oreilles. L'homme endormi a posé sa tête sur l'épaule de Marcus et a commencé à lui baver dessus. Sans tourner la tête, son regard passait sur l'homme et revenait en arrière. Il avait l'air misérable. Je n'aurais même pas trouvé ma place avec l'autre homme, alors c'est probablement mieux ainsi. L'hôtesse de l'air de tout à l'heure s'est approchée de lui, c'est drôle de vous rencontrer ici, étranger, avez-vous changé d'avis pour tout à l'heure ?
Je voulais juste me dégourdir les jambes, je ne supporte pas de rester assis trop longtemps. Moi aussi j'aime bien me dégourdir de temps en temps, ça m'aide à rester souple. Tu sais, il y a un peu de monde dans cette partie de l'avion, mais je parie que tu es doué pour te glisser dans des endroits étroits. Slade luttait pour garder son esprit concentré, sa tentation était assez forte. Heureusement pour lui, il a entendu le sifflement aigu des cauchemars. Tous les autres passagers de l'avion semblaient figés sur place. Il était difficile de se concentrer avec ce bruit affreux. Slade et les deux autres ont fait semblant de faire de même. Les créatures sont toutes devenues visibles et ont commencé à chercher des hôtes, il y en avait 13 en tout, 4 en première classe et 9 en classe économique. Ils avaient l'air osseux et avaient des cornes, mais ils flottaient dans l'air comme des fantômes. 4 en première classe. On dirait que les riches n'ont pas une âme plus précieuse que les pauvres. Slade a crié en sautant sur certaines des créatures. Elle semblait surprise de voir quelqu'un bouger, heureusement elle ne pouvait pas disparaître avant la fin de la minute. Les bras de Slade ont développé leur fourrure et ont pris une teinte bleue translucide. Il en a attrapé un et l'a déchiré en deux. Marcus a retiré le couteau de son rasoir et l'a planté dans une des créatures. En première classe, Julia a fait la même chose. L'une d'elles a donné une gifle à Marcus, le projetant contre le grand homme à côté de son siège. 50 secondes. 10 cibles restantes. 3 en première classe, 7 en classe économique. Ils peuvent gifler fort. Marcus s'est frotté la mâchoire, il a plongé sous un autre swing et a poignardé vers le haut dans son corps. Julia a évité de justesse un coup de couteau et les griffes ont transpercé le chariot en métal qui transportait la nourriture dans l'allée, ça va être difficile à expliquer. Ne laissez pas causer des dommages à l'avion ou aux autres passagers. Ils sont mortels. Elle a jeté un plateau de nourriture vers la tête de l'un d'entre eux l'aveuglant pour un instant et a poursuivi avec le couteau dans le front. Les créatures semblaient se transformer en cendres en s'évanouissant, mais elles ne laissaient aucune trace. Slade en a attrapé 2 d'un coup et leur a écrasé la tête. 37 secondes. Il en reste 6. 2 en première classe, 4 en classe économique. L'un d'eux s'est jeté sur Marcus, qui a plongé juste à temps et a fait tomber l'hôtesse de l'air au sol. Slade en a attrapé un qui essayait de se lier à un autre et l'a tué avant qu'il ne puisse le faire. Julia avait les mains pleines en essayant de les empêcher de causer un chaos inutile. Marcus a lancé le couteau de manière experte dans la poitrine d'une personne depuis le sol, mais maintenant il était sans défense. Julia a retourné l'autre chariot de restauration et a poignardé le cauchemar à la tête. L'un des cauchemars a décidé de se faufiler dans le cockpit pendant que Julia était distraite avec l'autre. 24 secondes. Il en reste 3. 1 dans le cockpit et 2 dans la cabine. Marcus s'est levé pour faire face à l'autre cauchemar sur son chemin. Slade a attrapé le dernier qu'il combattait et lui a donné un coup de poing droit dans la tête. Il remarqua que le cul nu de Marcus était visible à travers le tissu déchiré de son pantalon de la créature précédente et éclata de rire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je peux te voir me sourire, quelle joue pincée tu as. Marcus se retourne pour regarder sa situation, putain de merde. Pourquoi je suis toujours la cible des blagues? Marcus a réalisé qu'il avait fait un mauvais jeu de mots sans le vouloir, putain de merde. Baisse-toi. Slade cria et Marcus se jeta instinctivement au sol, le cauchemar lui balançait sauvagement la tête. Slade a ramassé le couteau de Marcus et l'a envoyé à sa tête. Julia regarde autour d'elle avec confusion, les gars, j'en ai seulement 3, dites-moi qu'un des miens s'est baladé là-bas. Nous en sommes à 9. Marcus s'est remis sur pied. Les pilotes. Slade a crié. 10 secondes. Plus qu'une. Ramenez les choses à la normale. Cria Slade, courant déjà vers le cockpit. 9 secondes. Julia a rapidement attrapé son lisseur à cheveux dans son sac. Marcus a pris l'agent de bord masculin. Slade a atteint la porte. 8 secondes. Julia a rengainé sa lame. Marcus a fini de remettre l'homme debout. Slade a essayé la poignée sans succès. 7 secondes. Julia s'est rassise et a rapidement commencé à se coiffer et à se maquiller. Marcus s'est précipité vers son siège, ramassant la lame en courant. Slade a défoncé la porte et a vu le cauchemar se lier à un pilote. Il n'était pas encore tout à fait ancré. 6 secondes. Marcus s'est assis et a ramassé son rasoir.
Slade a sauté sur la créature et l'a attrapé par la gorge. 5 secondes. Marcus vient de finir de rengainer sa lame. Slade a déjà commencé à courir vers la porte. 4 secondes. Julia a rangé ses affaires et s'est assise tranquillement. Marcus a posé son sac à nouveau. Slade a fermé la porte avant de sprinter dans l'allée. 3 secondes. Marcus a replacé la tête de l'homme endormi sur son épaule. Slade a sauté par-dessus le chariot démoli et a couru jusqu'à l'endroit où il se trouvait. 2 secondes. Des turbulences ont fait tomber l'hôtesse de l'air. 1 seconde. Slade l'a rattrapé et Julia avait l'air énervée. L'expression de dégoût de Marcus est revenue. Tout le monde a continué ses conversations et ses mouvements comme si rien ne s'était passé. L'hôtesse de l'air a eu l'air surprise, mais son regard sensuel est revenu quand elle a vu qui la tenait. Une autre hôtesse de l'air et le couple à qui elle servait à manger ont eu l'air extrêmement confus lorsque le chariot s'est retrouvé en morceaux à leurs pieds. La porte du cockpit s'est ouverte car le loquet était cassé. Les pilotes regardent en arrière, confus. De sacrées turbulences ici, hein? Oh oui, c'est méchant. Mais c'est une bonne chose que vous étiez là pour m'attraper. Slade l'a remis debout et retira ses mains, les essuyant sur son pantalon. Je ne pouvais pas laisser une belle femme comme toi se blesser, n'est-ce pas? Elle a gloussé et a attrapé sa main, viens avec moi et je te montrerai ma gratitude. Elle lui fit un clin d'œil. Je n'y peux rien si je suis un homme faible. Slade murmure dans son souffle. Julia s'est assise sur son siège, visiblement bouleversée. Elle a attrapé une bouteille de champagne sur le chariot de travail qui passait. Marcus a vu Slade et l'hôtesse de l'air traverser la cabine pour se rendre dans une zone à l'arrière. Tu es sérieux? Comment fait-il? Le grand homme à côté de lui a parlé, peut-être que c'est parce que les femmes aiment les hommes costauds. Ya, Tini, tu as probablement raison. Il a juste secoué la tête. L'homme a recommencé à respirer lourdement et l'homme endormi a enroulé un bras sur le torse de Marcus alors qu'il continuait à ronfler. Ça ne peut pas être pire. Un bambin a commencé à pleurer et à donner des coups de pied dans son siège par derrière. Les choses viennent d'empirer. Concentrez-vous, mon garçon. Ta mère avait la capacité de contrôler sa transformation pour qu'elle se produise n'importe quelle nuit. Elle pouvait même s'empêcher de se transformer les nuits de pleine lune. Rorik réprimandait le jeune Carter. Après sa frayeur de la semaine précédente, il voulait mettre ses pouvoirs sous contrôle. Pourquoi ne te transformes-tu pas? Carter fermait les yeux et serrait les poings à cause de la concentration. Parce que je ne peux pas le faire. Voilà ta réponse, je ne peux pas le faire non plus. Sauf que tout le monde dans l'autre enceinte t'a vu le faire. Ce n'est pas donné de rassembler ces matériaux que nous avons dû utiliser pour ce sort de mémoire. Je suis le seul à me souvenir exactement de la façon dont tu as tué ces ghouls. Tous les autres pensent qu'ils sont morts dans l'explosion et que la force de l'explosion a détruit la passerelle. Si c'est si difficile et si cher à faire, alors pourquoi l'avoir fait? Rorik a frappé Carter sur la tête avec sa canne, brisant sa concentration, aïe. Si les gens savaient que tu es un loup-garou et que tu es hors de contrôle, cela pourrait causer des problèmes de confiance avec mes chefs. La dernière chose dont on a besoin est une division dans notre groupe. La garde est plus forte qu'unie. N'oublie jamais ça. Maintenant, concentrez-vous. Maman était un loup-garou et tout le monde le savait. Pourquoi suis-je différent? Parce que seulement quelques-uns de mes plus fidèles compagnons savaient pour nous. Tous les autres pensaient qu'elle était juste une alliée nécessaire dans notre combat contre les Black Talons. Victor Roland, vous voulez dire? Oui. Ce bâtard est toujours en vie. Kamaria Moroa de la branche africaine s'est pratiquement caché. Les 3 autres sont déjà morts. Les Black Talons étaient 5 des vampires les plus puissants du monde à la tête d'une organisation criminelle composée d'autres vampires. Piotr Borokov dirigeait la branche européenne et a été tué dans la même bataille qu'Analyse et de nombreux membres du KSG. Catalina Silva d'Amérique du Sud et Itsuki Hamada d'Asie ont également été tués par des membres du KSG. Roland et les autres membres des Black Talons sont responsables de la mort de la famille de Rorik lorsqu'il était adolescent. À l'exception de sa jeune sœur Anna, ils ont assassiné ses parents, ses frères et sœurs aînés, ses tantes, ses oncles, ses grands-parents, tous. Leur famille avait déménagé de Londres à Toronto quand Rorik avait 4 ans. Anna était un bébé à l'époque.
Leur famille les a entraînés à devenir des machines à chasser les monstres en grandissant, se déplaçant dans diverses régions du Canada et des États-Unis. Après la tragédie qui a frappé leur famille, Anna est retournée en Angleterre dès qu'elle a atteint l'âge adulte pour y diriger la division KSG. Rorik a été laissé en charge de l'ensemble du groupe, une tâche qui aurait été celle de son frère aîné Ruben s'il n'avait pas connu la mort. Sans vouloir t'offenser, Slade, tu dois y aller doucement avec le gamin. Charlie Hudson a passé la porte avec sa famille. Charles Hudson et sa femme Gal Hudson étaient tous deux des amis de longue date de Rorik, il les connaissait depuis l'époque de « l'incident de l'île ». Charlie et Gal avaient tous deux 40 ans à cette époque. Ils avaient 4 enfants, Crystal était une jolie blonde de 17 ans, elle était entraînée à la gymnastique et au combat d'armes. Elle était plus entraînée que les autres, car elle aspirait à diriger elle-même une sous-section du groupe un jour. Charles C.J. comme il l'appelait a été le portrait craché de son père quand il était plus jeune, il avait 15 ans. Grant, 13 ans, avait des traits plus doux comme sa mère, mais avait les cheveux de son père. Enfin, la jeune Jane, âgée de 8 ans, ressemblait à sa grand-mère Christine dans sa jeunesse, des cheveux blonds ondulés et des traits nets. « Je ne me rappelle pas t'avoir invité ici, Charlie. » grogne Rorik. Après un moment de silence, les expressions sévères des deux hommes disparaissent et ils s'étreignent. « Content de te voir mon vieil ami. Et à toi aussi Gal. » Les enfants. Carter est confus par le changement d'attitude de son père. Chaque fois qu'il lui rendait visite, ce qui était rare, Rorik se transformait en quelqu'un d'autre, quelqu'un de passionné et qui avait le sens de l'humour. Il traitait Charlie et sa famille comme sa vraie famille et Carter était juste là. Rorik et les deux adultes se dirigent vers la porte pour rejoindre la salle à manger. Crystal écoutait son lecteur CD portable, un Discman, Carter était sûr qu'on les appelait ainsi. Il ne pouvait écouter des disques que dans sa chambre, et encore, c'était n'importe quelle connerie jazzy à l'ancienne que Rorik aimait. Carter avait un gros béguin pour Crystal, Jane avait à son tour un béguin pour lui. Tout comme Julia plus tard, il était aveugle aux filles qu'il aimait vraiment. Carter s'est approché de Crystal et a maladroitement essayé de lui parler. « Hey Crystal. J'espère que ce n'est pas trop soudain. Mais je me demandais si tu voulais aller voir un film, un jour, avec moi. » CJ et Grant n'ont pas pu contenir leur rire. Crystal mâchait un chewing-gum et se contentait de le regarder d'un air peu impressionné. Elle a sorti ses écouteurs, qui diffusaient de la musique hip-hop à fond. « Je ne peux pas t'entendre avec ces trucs-là, tu sais. Qu'est-ce que tu veux ?» Carter était un beau garçon, mais à 9 ans, il était trop petit et trop jeune pour intéresser Crystal. « Je voulais savoir si tu voulais aller voir un film un jour. Tu sais que Destination Finale vient de sortir en salle ? Tu crois qu'il laisserait un enfant regarder un film classé R au cinéma ? J'apprécie l'effort du stock court, quelle ironie de cette déclaration étant donné qu'il a grandi pour atteindre un M80, peut-être qu'au début du prochain millénaire tu seras prêt à m'emmener en rendez-vous. Mais nous venons de commencer un nouveau millénaire. Exactement. J'ai un petit ami qui s'appelle Kenny, qui a 21 ans et qui conduit une moto. Je suis prise. Avec un regard dégoûté, elle a remis sa musique dans ses oreilles et s'est éloignée. Allez, Carter, tu crois vraiment que Crystal craquerait pour un avorton comme toi ? CJ l'a taquiné. Grant s'est mis derrière lui et lui a pincé le côté. Oh. Jane s'est énervée, laissez-le tranquille vous deux ou je le dis à maman. On le taquine juste, Jane. On n'a plus le droit de traîner avec notre copain. CJ l'a taquiné avant d'attraper les bras de Carter pour les bloquer. Hey. Body gratuit tout shot. Est-ce que j'ai des preneurs ? Grant a terminé avec enthousiasme, oh moi. Moi. Il a frappé Carter en plein dans le ventre, le remontant. Va te faire voir, connard. Je dirai à ton père de te laver la bouche avec du savon si tu continues à utiliser ce langage, monsieur. CJ a gloussé. Grant a pris un autre coup au corps. Jane était sur le point de s'enfuir pour attraper ses parents quand Carter a donné un coup de tête à CJ dans le nez, puis a levé ses pieds en l'air, utilisant sa clé de bras comme contrepoids pour enrouler ses jambes autour de la tête de Grant. CJ a lâché prise et a tenu son nez en sang. Carter a utilisé son élan vers l'arrière en tombant pour projeter Grant en arrière contre le mur. Les deux adolescents saignaient et pleuraient, prêts à aller prévenir leurs parents quand les trois adultes sont revenus. Que diable se passe-t-il ici ? Gal a utilisé sa voix de mère.
Nous étions juste en train de glander quand Carter est devenu fou et nous a attaqués. CJ a crié en tenant son nez cassé, on aurait dit qu'il s'était bouché le nez. Ouais. Grant était d'accord, en frottant son épaule douloureuse. C'est vrai, mon garçon? Rorik semblait mécontent, mais il avait presque une faible lueur de fierté dans son expression pour son garçon qui les a battus si facilement. Non. Il s'en prenait à moi et me frappait. Non, quel menteur. Grant a crié. C'est vrai. Carter se protégeait. Jane a protesté. Mouchard. CJ a marmonné. Assez. Charlie a crié, nous vous avons élevé pour que vous agissiez mieux que ça. Carter n'a pas été élevé avec vous deux, alors il ne sait pas quand vous plaisantez ou pas. Il est clair pour moi que puisque vous vous êtes fait battre par lui si facilement, vous vous relâchez aussi dans votre entraînement. Les garçons baissent la tête, honteux. Charlie poursuivit, nous sommes venus de Floride à l'installation d'Indiana pour nous entraîner avec lui, pas pour causer des conflits. Gal ajouta sa pierre à l'édifice, Crystal est déjà très entraîné, contrairement à vous, les deux bozos, donc ce sera des séances d'entraînement double après que vous soyez rentrés de l'école. L'école. Leurs 3 enfants ont crié à l'unisson. Vous ne pensiez pas que nous allions déménager ici pour des mois de vacances, n'est-ce pas? On n'est qu'en mars. Nous vous avons transféré dans les écoles de cette ville. Vous commencez après le week-end. Maintenant il est temps de s'entraîner. Vous savez à quel point c'est dur de convaincre la compagnie aérienne que j'ai accroché mon pantalon sur leur siège et que c'est pour ça qu'on voit mon cul nu? Julia et Slade se tenaient à la consigne des bagages en se moquant de Marcus. Il portait maintenant un pantalon rose. Et en plus de ça, ils ont dit que la seule paire qu'il avait était ce pantalon blanc. Bien sûr, un crétin l'a lavé avec quelque chose de rouge avant de me le laisser. Marcus, tu es fabuleux, chéri. Julia commente avec un accent britannique. Les 2 hommes éclatent de rire. Ya ok, laissez-le sortir de votre système. On va tous se moquer de Marcus. Il lève les mains et se tourne vers les autres passagers. Un enfant le regardait fixement et les parents étaient en train d'attraper leur bagage. Tu veux te moquer de moi avec des trucs trop courts? Il a crié à l'enfant. La mère lui a jeté un regard inquiet et ils se sont rapidement éloignés. Détends-toi, Marcus. On pourra se changer avec nos vêtements habituels une fois qu'on sera sorti d'ici. Slade lui a tapé dans le dos. C'est tellement rassurant. Julia a attrapé leur sac au fur et à mesure qu'il arrivait et les a lancés à Slade, qui les a mis sur un chariot cette fois. Le groupe se dirige vers l'endroit où les différents taxis et autres sont garés pour récupérer les gens. Il y avait un homme à l'air stoïque tenant un panneau sur lequel était écrit « Slade ». C'est nous. C'est un quoi? Gal a crié. Vous m'avez entendu. Sa mère était un loup, alors pourquoi ne le serait-il pas? Rorik était assis sur sa chaise derrière le bureau de son bureau. Gal était assis sur une chaise de l'autre côté et Charlie était allongé sur le canapé. Charlie a décidé de répondre, eh bien, il n'a montré aucun signe de cela avant la semaine dernière. Vous ne croyez pas que je peux le maîtriser? Nous avons nos inquiétudes, Slade. 1. Les jeunes licans sont presque impossibles à enseigner le contrôle des impulsions, Gal a levé ses doigts en comptant. 2. Sa mère a eu des décennies d'expérience pour se contrôler. 3. Vous n'êtes pas équipé ou en assez bonne forme pour faire face à lui quand il wolf out. 4. Comment voulez-vous lui apprendre alors que vous ne pouvez même pas commencer à comprendre ce qu'il doit faire pour se maîtriser? Et 5. Tu te souviens de cette putain d'île? En gros, la partie la plus importante de notre vie? Il n'en avait rien à foutre de ne pas nous manger, même sur les ordres d'analyse. Des vies innocentes sont en danger. Je vais répondre à vos points. Point numéro 1, le garçon a montré qu'il avait un contrôle impeccable. Une fois, il a jeûné pendant 3 jours, sans se rendre compte que nous l'observions, juste pour me prouver qu'il le pouvait afin de pouvoir prendre congé pour aller au cinéma. Nous lui avons même apporté ses aliments et snacks préférés. Charlie s'est assis et a ri, waouh. Je suis convaincu. Laisse-moi finir, crétin. Point numéro 2, tu m'as eu là, mais je dois commencer quelque part. Je vais probablement devoir l'enfermer en attendant les pleines lunes. 3e point, c'est pour ça que je vous ai fait venir tous les deux. Bon sang, je le savais. Charlie a jeté ses mains en l'air, puis s'est assis en les croisant.
Point numéro 4, Analyse et moi avions déjà un plan pour le cas où il montrerait des capacités. Je sais exactement quel bouton pousser. Et enfin 5, il ne semblait pas intéressé par le fait de manger des gens. Nous avions beaucoup de membres vulnérables près de lui quand il a attaqué. Quand il a attaqué. Est-ce que vous vous écoutez? Gal s'est levé d'un bond et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Oui, quand il a attaqué. Sa première transformation. Il était entièrement concentré sur moi cependant. Je pense qu'il a un profond ressentiment pour la façon dont je l'ai traité. Son instinct animal s'est manifesté et il a pensé qu'il devait se défendre contre moi. Eh bien, vous êtes vraiment dur avec lui. Tu l'appelles seulement un garçon. Charlie s'est également levé et est allé à la fenêtre pour regarder dans l'enceinte, en regardant son enfant s'entraîner. Je sais, ça me tue de faire ce que je lui fais, mais vous voyez l'efficacité de ce qu'il est. Carter est la clé de ce que l'avenir nous réserve. Tu te souviens de la fresque magique à l'intérieur du volcan sur l'île? Gal a arrêté de faire les 100 pas, celle avec l'homme qui vous ressemblait beaucoup? J'ai le sentiment que c'est lié à mon garçon. Charlie a eu une révélation, il s'est retourné, Slade. C'était dans ma vision dont je vous ai parlé. Il y avait essentiellement un champ de cadavres de monstres, complètement décimé par une figure. Et si c'était votre garçon? Il a un sérieux potentiel inexploité que j'essaie de faire sortir de lui. Peut-être que c'est la fin de tous les monstres. Si ce n'est pas la fin de tous, peut-être qu'au moins il empêchera un désastre catastrophique. J'ai besoin de votre aide. Je peux former le soldat parfait, mais vous devez me montrer comment former un être humain décent. Please. Je vous en supplie. Les deux hommes ont eu l'air choqués par sa demande, Rorik était du genre à commander et jamais à supplier. C'était sérieux. Ils se regardèrent l'un l'autre avec détermination puis vers Rorik, hochant la tête à l'unisson. Fin de l'épisode. Si tu as aimé l'histoire, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode de la série. Parallèlement, si tu n'as pas aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que l'on pourrait améliorer. Merci et au prochain épisode.